L'époque victorienne évoque à la fois l'élégance, l'innovation et l'expansion impériale. Une période où les manières étaient érigées en vertu suprême et où l'apparence extérieure était méticuleusement soignée. Chaussures vernies, gants parfaitement ajustés, mouchoirs pliés avec précision. C'était l'ère des bals éclairés à la chandelle, des lettres écrites à la main, des promenades dominicales dans les jardins de roses. Mais sous les crinolines raffinées et les carrosses élégants, la réalité dissimulait des vérités bien plus sombres. Car derrière les portes closes des salons majestueux, comme des petits boudoirs modestes, se murmuraient des trahisons, des douleurs étouffées, des femmes réduites au silence qui trouvaient, malgré tout, des chemins détournés pour se faire entendre. La société vantait alors la vertu, la dévotion et l'obéissance féminine comme des idéaux absolus. Mais pour beaucoup, cette réalité était empreinte d'injustice et de souffrance. Ce que nous allons explorer ici ne se trouve pas dans les manuels scolaires. Ce n'est pas le récit glorieux d'une époque révolue, mais le dévoilement d'une face cachée, bien plus obscure, celle des secrets les plus profonds du mariage à l'époque victorienne. Imaginez tomber amoureux sans jamais être seul avec la personne pour laquelle votre cœur bat. Cela paraît absurde aujourd'hui, mais c'était la norme dans la société victorienne. La notion même de « rendez-vous galant », telle que nous la connaissons, n'existait pas. Elle était remplacée par un système de cours strict, conçu pour protéger la réputation de la femme et faire du mariage la seule issue possible. Chaque regard, chaque mot échangé, chaque pas effectué ensemble était surveillé, jugé, encadré par un code social invisible mais omniprésent. Le début de saison marquait pour une jeune femme l'entrée officielle dans le monde des relations et du mariage. Chez les familles aisées, cela signifiait bal, dîner, événements mondains, souvent accompagnés de sa mère. Dans la classe moyenne, le rituel était plus discret. Elle relevait désormais ses cheveux, portait des tenues plus sobres, participait à des dîners d'adultes, rendait des visites sociales. Ces petits changements signifiaient pour la société qu'elle était prête. Mais être prête ne voulait pas dire être libre. Les courtisaneries se déroulaient toujours sous l'œil attentif de chaperons. Une dame ne pouvait être seule avec un homme. Elle ne pouvait lui écrire que s'ils étaient officiellement fiancés. Même une promenade ne pouvait se faire sans surveillance. Et avant de lui adresser la parole, un homme devait être présenté formellement. Imaginez à quel point l'amour devait se frayer un chemin dans un terrain si réglementé. Et pourtant, la romance trouvait toujours son espace. Les amoureux s'envoyaient des lettres délicates, emplies de mots choisis et de sous-entendus subtils. Un regard furtif, le frôlement d'une main en traversant une flaque. Ces gestes minimes étaient exaltants, risqués, chargés de promesses. Mais cet amour avait ses conditions. L'homme devait prouver sa capacité à subvenir aux besoins d'un foyer avant même de songer à une demande en mariage. Et avant d'atteindre les oreilles de la jeune femme, cette demande devait obtenir l'approbation du père. Même alors, la décision finale lui revenait à elle seule. Dans un monde obsédé par la retenue, la décence et la maîtrise, l'amour devait être prudent, patient, presque invisible. Car une seule erreur pouvait coûter à une femme son avenir entier. Pendant que vous explorez avec nous les replis oubliés de cette époque, n'oubliez pas que ce travail de mémoire demande du temps et de soin. Si cette vidéo vous semble précieuse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Historien Silencieux, à la commenter ou à la partager. Votre soutien discret mais sincère nous aide à continuer à faire parler les voix oubliées de l'histoire. Mais que faire si une femme souhaitait malgré tout faire passer un message à l'homme qu'elle convoitait, sans que personne ne s'en aperçoive? Que faire si les mots lui étaient interdits, mais que les sentiments bouillonnaient en elle? C'est ici qu'intervient l'un des outils les plus ingénieux de la cour victorienne. L'éventail. Oui,
Cet accessoire apparemment banal qu'on agitait devant son visage dans les bals surchauffés était en réalité porteur d'un langage codé. Comme nous l'avons vu, une femme ne pouvait ni flirter ouvertement, ni cligner de l'œil, ni chuchoter des mots doux sans compromettre sa réputation. Mais avec l'éventail, elle pouvait dire tout cela, en silence. Le tenir fermé fermement. Aucun intérêt. Le laisser à demi ouvert. Cela signifiait, poliment, « restons amis ». Mais l'ouvrir en grand et le tenir vers l'avant, elle était charmée. L'éventail devenait alors une arme subtile de rébellion amoureuse. S'éventer rapidement, elle était confiante ou bien terriblement accablée par la chaleur. Lentement, elle s'ennuyait ou appartenait déjà à un autre. L'éventer du côté droit, un signal favorable. Du côté gauche, un refus poli mais ferme. Et cela allait plus loin. Ouvrir et refermer l'éventail à plusieurs reprises. Elle désirait un baiser, le balancer doucement à ses côtés. Elle murmurait silencieusement « Retrouvons-nous ailleurs ». Ces petits gestes, pleins de malice et de subtilité, offraient un espace de liberté dans un monde saturé de règles. Mais ne vous laissez pas trop séduire par cette imagerie romantique. Derrière les dentelles et les regards complices se cachaient des traditions bien plus glaçantes. Car pour beaucoup de femmes, le mariage n'était pas un choix, mais une transaction. À l'ère victorienne, on ne se mariait pas uniquement par amour. Le mariage était aussi, et surtout, une stratégie économique. Une alliance entre familles, négociée avec autant de soin qu'un contrat commercial. Sous les robes de soie et les joues rougies se cachaient des termes juridiques rigoureux, les contrats de mariage. Ces accords définissaient qui posséderait quoi, qui contrôlerait les terres, les biens, les successions. Le père de la mariée apportait une dot. La famille du futur époux garantissait un patrimoine en retour. Les biens étaient placés sous la gestion de fiduciaires, rarement entre les mains des époux eux-mêmes. Le but ? Préserver les fortunes, éviter la dispersion du patrimoine, maintenir les lignées. Mais ce système avait un revers cruel. Souvent, ces accords étaient conclus avant même que les deux jeunes gens ne se soient rencontrés. L'amour, s'il survenait, était secondaire, voire inexistant. Nombreuses furent les jeunes filles remises comme une monnaie d'échange, destinée à garantir une parcelle de terre, un titre, une position. Ce n'était pas le cœur que l'on mariait, mais le nom. Et ainsi, derrière les éventails codés et les regards volés, les ombres commencent à se dessiner. Une fois le mariage scellé, une transformation radicale s'opérait dans la vie des femmes. Non pas dans leur quotidien apparent, mais dans un domaine bien plus profond, leur existence légale. Car dans l'Angleterre victorienne, dès qu'une femme prononçait les mots « je le veux », elle cessait d'exister juridiquement. Elle était absorbée par son mari. Cette réalité portait un nom, la couverture, un terme juridique qui masquait à peine une vérité glaçante. Le mariage devenait une forme d'effacement, un emprisonnement sans mur, sans clé, mais bien réel. Avant le mariage, une femme pouvait posséder un bien, signer un contrat, engager un procès, même rédiger un testament. Mais une fois mariée, tout cela disparaissait. Son argent, ses effets personnels et même ses enfants appartenaient à son mari. Elle ne pouvait louer une maison, ni garder un bijou, ni ouvrir un compte sans l'accord express de son époux. Et si ce dernier la battait ou l'enfermait, les tribunaux se taisaient. Non seulement qu'ils ne la protégeaient pas, mais ils renforçaient le pouvoir de l'homme. En fait, elle n'était plus considérée comme une personne, elle était considérée comme sa propriété. Un célèbre juge anglais, William Blackstone, l'a formulé sans détour en 1765. Par le mariage, l'existence légale de la femme est suspendue. Suspendue, comme si elle n'était plus qu'un souffle entre parenthèses. Il a fallu du courage et des voix pour commencer à briser ce silence.
Caroline Norton fut l'une de ces femmes. Poétesse, elle perdit la garde de ses enfants au profit de son mari. Elle transforma alors sa douleur en combat. Grâce à ses efforts acharnés, une première loi fut adoptée en 1839, accordant aux mères un droit de garde dans certaines conditions. Une révolution à pas lents, mais une révolution tout de même. Et pourtant, même lorsque les femmes gagnèrent un temps fin, en 1882, le droit de posséder des biens, le chemin restait long. Car posséder ne signifiait pas divorcer. Et là encore, l'injustice était criante. Un homme pouvait divorcer de son épouse pour simple adultère. Une femme, elle, devait prouver à la fois l'adultère, la cruauté, l'abandon, voire l'inceste. Et même dans ce cas, elle pouvait tout perdre. Ses enfants, son foyer, sa réputation. Car dans cette société, aux apparences si raffinées, une seule chose semblait plus importante que la vérité, la réputation. Le regard des autres, les jugements silencieux, les murmures dans les salons valaient plus que les douleurs d'une épouse humiliée. Une femme qui osait parler était marginalisée. Une femme qui osait partir, ostracisée. Et au cœur de cette hypocrisie sociale se cachait l'un des plus cruels paradoxes de l'époque victorienne, la sexualité. La pureté féminine n'était pas seulement attendue, elle définissait la valeur d'une femme. Être douce, innocente, vierge, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit, les paroles et même le regard étaient exigés. À l'inverse, on encourageait chez les hommes une sexualité libre, même débridée. Aimer plusieurs femmes, accepter, aller aux maisons closes, tolérer, en parler avec fierté entre amis, presque un signe de virilité. Mais qu'une femme déroge à ces normes, qu'elle ose aimer ou simplement désirer, et elle devenait une femme déchue, rejetée par la société, même par sa propre famille. Sa vie sociale, brisée, son avenir, condamné. Des générations de jeunes filles grandirent ainsi sous cette épée invisible. Un baiser volé, une rumeur, un regard trop appuyé, et tout pouvait s'effondrer. Leur virginité était leur seul capital. Un capital que la société exigeait intact, sous peine d'anéantissement. Cette obsession de la pureté n'épargnait aucun domaine. Dans la littérature, l'art, les représentations sociales, les femmes étaient soit des anges, soit des tentatrices, aucune nuance. Les femmes de la classe ouvrière, elles, étaient doublement pénalisées, exploitées, jugées, réduites au silence pour les mêmes comportements qu'on tolérait chez les hommes de la bourgeoisie. Les dames respectables méprisaient les prostituées, mais fermaient les yeux sur ceux qui les fréquentaient. L'hypocrisie atteignait son paroxysme. Et malgré cela, certaines femmes se rebellèrent. Discrètement, souvent. Mais la majorité n'avait d'autre choix que d'obéir, de souffrir en silence, ou de disparaître de la société respectable. Oui, il y avait de la romance à l'époque victorienne, mais pour beaucoup, elle se payait au prix fort. Et plus on creuse sous la surface, plus l'on découvre ce prix. Revenons maintenant à la cellule principale de cette société, le foyer. Que se passait-il lorsque la maladie s'y invitait? Pas un simple rhume. Non, une menace bien plus grave, les maladies vénériennes. Dans l'Angleterre victorienne, on accusait volontiers les prostituées d'en être les responsables. Ces femmes, déjà marginalisées, étaient qualifiées de corrompues, sales, immorales. On les utilisait, puis on les rejetait. Mais la vérité était bien plus cruelle. Car ces maladies, comme la syphilis ou la gonorrhée, entraînent souvent dans les foyers par la porte du mari. Des hommes respectables, mariés, infectaient leurs épouses après des années d'infidélité ou de visites discrètes aux maisons closes. Ces femmes, qui avaient respecté toutes les règles, étaient alors victimes d'infections dévastatrices. Fausses couches, stérilité, accouchement de bébés morts ou déformés.
Parfois, elles en mouraient. Le plus terrible, elles ne savaient même pas ce qui leur arrivait. Les médecins, complices silencieux, ne disaient rien. Pressés par les maris, ils attribuaient les symptômes à des troubles féminins. Une expression vague qui cachait une vérité insupportable. Leur corps était détruit par quelque chose qu'elles n'avaient jamais choisi. Car si elles avaient su, peut-être auraient-elles voulu partir. Peut-être auraient-elles parlé. Et au cœur de cet enfer, une légende aussi macabre que réelle prenait racine. L'idée que coucher avec une vierge pouvait guérir d'une maladie vénérienne. Oui, cette croyance existait, et certains hommes, désespérés ou cruels, y croyaient réellement. Résultat, des jeunes filles, parfois des enfants, violées dans l'espoir vain de guérison, détruites à jamais, physiquement et psychologiquement, et protégées par une loi qui ne les voyait même pas comme des victimes. Car dans le mariage, la femme était la propriété de son mari. Il pouvait en disposer comme bon lui semblait. Et si la douleur, la trahison, l'humiliation devenaient trop lourdes, que restait-il? Où aller? À qui parler? Que faire? C'est alors que certaines femmes, poussées dans leur dernier retranchement, ont choisi un chemin radical, un chemin silencieux, mais définitif. Un chemin qui allait bientôt bouleverser toute l'Angleterre victorienne. Quand la parole était interdite, quand la fuite était impossible, quand la justice ne répondait plus, certaines femmes victoriennes, enfermées dans des unions oppressives, se tournèrent vers une issue glaçante. Le poison. Oui, dans les profondeurs feutrées des maisons anglaises, dans ces cuisines aux odeurs de thé et de confiture, le flacon d'arsenic devint, pour certaines épouses désespérées, une arme dissimulée dans l'ombre. L'arsenic, surnommé la poudre d'héritage, était inodore, sans goût, et se confondait facilement avec du sucre ou de la farine. Il était courant dans les produits contre les rats, les teintures pour cheveux, voire certains cosmétiques. Accessible, discret et surtout silencieux. Pas besoin de force physique, pas de cris, pas de lutte. Quelques gouttes dans un cordial à la cerise, et l'homme qui terrorisait son foyer était lentement affaibli. Les symptômes, des vomissements, des douleurs, parfois confondues avec une simple grippe. Et quand la mort venait, elle semblait naturelle. La cuisine devenait un champ de bataille invisible, et la cuillère, une arme redoutable. Entre 1850 et 1900, environ 40 femmes furent officiellement jugées pour avoir empoisonné leur mari. Certaines furent pendues, d'autres acquittées, mais toutes captivèrent l'opinion publique. La presse se jetait sur les moindres détails. Quel type de confiture? Quelle boisson? Quel dernier mot? L'image de l'épouse dévouée, de l'ange du foyer, s'écroulait sous les soupçons. On les surnommait « veuves noires ». Mais derrière ce surnom sensationnaliste se cachait souvent une réalité bien plus complexe. Mary Ann Cotton fut l'une des plus célèbres. Elle élimina plusieurs de ses maris, enfants compris, dans l'espoir d'encaisser des polices d'assurance. En Amérique, Lydia Sherman fit de même. Était-ce uniquement par cupidité, ou bien le fruit d'années de domination, de peur, d'effacement? Ce n'était pas toujours l'argent qui motivait ses gestes. Parfois, c'était un cœur brisé, un visage tuméfié, un mot de trop. Et devant la cour, certaines femmes ne suscitèrent pas seulement la peur, mais aussi une étrange forme de pitié. Les juges, les jurés et même les journalistes oscillaient entre condamnation et compréhension. Car pour beaucoup, ces crimes n'étaient pas ceux d'une tueuse née, mais d'une femme acculée. Fallait-il y voir une vengeance ou un ultime appel au secours? Mais toutes ne passèrent pas à l'acte. La majorité se taisait encore, ravalant les larmes, cachant les bleus. Et lorsqu'elles osaient confier leurs souffrances, c'était dans des journaux intimes, des cahiers cachés sous une latte du plancher ou enfermés dans une boîte à couture. Ces carnets, souvent discrets, parfois poignants,
était leur seul espace de liberté. Là, elle racontait les cris nocturnes, les menaces, les gifles, les silences insupportables. Une phrase, parfois des pages entières, témoignait d'une guerre invisible, livrée dans les foyers les plus respectables. Mais même ces mots pouvaient être retournés contre elle. Dans certaines affaires, ces journaux furent saisis comme preuve, utilisés pour les discréditer, les accuser de folie. On parlait alors de « hystérie féminine », un terme commode pour ne pas écouter. Beaucoup ne furent jamais crus, leurs marques physiques ignorées, leurs récits rejetés. Et pourtant, à travers ces lignes tremblantes, se dessine l'histoire d'une époque qui refusait aux femmes même le droit à la douleur. La question revient donc inlassable. Pourquoi ne partait-elle pas? Pourquoi ne fuyait-elle pas ces maris cruels, ces maisons devenues des pièges? La réponse tient en un mot: l'impossibilité. Avant 1857, divorcer en Angleterre relevait presque de l'exploit. Il fallait passer par un acte privé du Parlement, une procédure longue, coûteuse, publique, et réservée aux hommes riches et puissants. Entre 1700 et 1857, seuls 324 divorces furent accordés. Parmi eux, seuls 4 à l'initiative de femmes. 4. L'adoption du Matrimonial Causes Act en 1857 marqua un tournant. Le divorce passait alors des mains de l'Église à celles des tribunaux civils. En théorie, il devenait accessible au commun des mortels. Mais en réalité, le combat restait inégal. Un homme devait simplement prouver l'adultère de son épouse. Une femme, elle, devait prouver l'adultère et la cruauté, l'abandon, l'inceste ou la violence. Une accumulation de preuves, souvent douloureuses, presque inaccessibles. Et le prix de cette liberté était immense. Les procédures étaient publiques. Les journaux s'emparaient de chaque scandale, publiaient les noms, les adresses, les accusations. Une femme divorcée perdait presque tout: son statut, ses enfants, sa sécurité financière. Même quand elle était victime, c'est elle qui portait la honte. Prenons l'exemple d'Isabella Robinson. Son journal intime, où elle fantasmait sur une liaison, fut présenté comme preuve lors de son procès. Bien que les jurés aient jugé ses écrits comme fictifs, sa réputation fut à jamais détruite. Ou celui de Gertrude Blood, contaminée par la syphilis par son époux, Lord Colin Campbell. Malgré sa souffrance, elle dut se battre pendant des années pour obtenir une simple séparation, pas même un divorce. Ou encore Sarah Ann Holmes, battue et volée par son mari alcoolique, qui attendit 6 années avant d'entamer une procédure. Catherine Breton, quant à elle, fut frappée alors qu'elle était enceinte et infectée par une maladie vénérienne. Ce n'est qu'après avoir rassemblé des preuves d'adultère et de violence qu'elle parvint à obtenir sa liberté. Ces noms ne sont que quelques-uns parmi des centaines d'autres, souvent oubliés. Et pourtant, derrière chaque cas, il y a une femme qui a osé défier l'ordre établi, braver le silence, affronter les regards, les murmures, les jugements. Alors, la prochaine fois qu'on vous parlera avec nostalgie des valeurs familiales victoriennes, pensez à tout cela. Derrière l'argenterie brillante et les messes du dimanche, il y avait des cris étouffés, des larmes nocturnes, des silences chargés de douleur. Mais il restait encore une voix, terrible, ultime, celle qu'empruntèrent celles qui ne pouvaient plus rien dire, plus rien écrire, plus rien espérer, celles qui, dans un dernier geste, versèrent une poudre blanche dans une tasse de thé, non pas par cruauté, mais par désespoir. Et même après tout cela, une question demeure. Une question à laquelle nous devons tous réfléchir, avec lucidité. Après avoir exploré les méandres d'un système matrimonial fondé sur l'inégalité, la peur et le silence, une dernière question surgit, douloureuse, mais inévitable.
Qu'est-ce qui a réellement changé? Les corsets ont disparu. Les lois ont été réécrites. Les femmes peuvent aujourd'hui signer un contrat, posséder un bien, divorcer. Mais les ombres de l'époque victorienne n'ont pas complètement quitté notre société. Elles se sont transformées, camouflées, déplacées. Le contrôle existe encore. Il se manifeste différemment. La pression sociale sur l'image, la sexualité, la maternité, la fidélité, tout cela n'a pas disparu. Cela a simplement changé de forme. On ne parle plus de pureté féminine, mais de respectabilité, de bonnes mœurs. On ne chuchote plus sur les rumeurs d'un flirt. On les affiche sur les réseaux, commentées, jugées par des inconnus. La honte publique, autrefois imprimée dans les journaux à scandale, est aujourd'hui numérisée, partagée, viralisée. Et la violence conjugale, elle ne se cache plus derrière des rideaux de dentelle, mais persiste dans les foyers modernes. Les lois protègent mieux, certes, mais combien de femmes se taisent encore, de peur de ne pas être crues, de perdre leurs enfants, leur toit, leur dignité? Combien de tribunaux, aujourd'hui encore, doutent de la parole d'une victime? Combien de témoignages sont tournés en dérision, étiquetés comme exagérés, ou balayés par un simple « elle en fait trop ». Les femmes victoriennes ne pouvaient pas partir. Aujourd'hui, beaucoup le peuvent. Mais à quel prix? Isolement, précarité, harcèlement. La liberté est une conquête permanente, jamais acquise. Et puis, il y a cette autre ombre, plus discrète, mais tout aussi présente. La réécriture de l'histoire. L'époque victorienne est souvent décrite avec nostalgie, comme une ère de raffinement, de beauté, de grandeur impériale. On admire ses robes, ses salons, son art. Mais on oublie, volontairement ou non, les souffrances invisibles, comme si l'élégance de la surface pouvait effacer la douleur du fond. Mais l'histoire ne doit pas être polie, elle ne doit pas être réduite à un roman de salon. Elle doit dire la vérité. Car dans les pages oubliées des journaux intimes, dans les regards muets des portraits, dans les procès enterrés sous la poussière des archives, résident des vérités que nous ne pouvons plus ignorer. Nous devons relire l'histoire autrement, non pas pour juger le passé avec les yeux du présent, mais pour en tirer des leçons, pour comprendre que chaque avancée a été arrachée, que chaque droit conquis a coûté des années de lutte, de douleur, de courage, et surtout que rien n'est jamais définitivement acquis. Les femmes victoriennes, même dans le silence, ont résisté. Elles ont écrit, elles ont témoigné. Parfois, elles ont aimé envers et contre tout. Parfois, elles ont fui. D'autres fois, elles ont frappé à la seule porte restée entr'ouverte, celle de la justice, aussi imparfaite fut-elle. Et quand même cette porte se refermait, certaines ont trouvé un moyen de se faire entendre, en versant quelques gouttes de vérité dans une tasse de thé. Mais ce n'est pas seulement une histoire de femmes, c'est une histoire de société, une histoire de pouvoir, de morale, de contrôle, une histoire sur ce que l'on choisit de voir ou de taire, car les secrets les plus sombres ne meurent jamais vraiment. Ils ne font que se tapir dans les coins de la mémoire collective, attendant qu'on ose les déterrer. Et nous devons les déterrer. Nous devons lire ces journaux, écouter ces voix, regarder ces visages figés dans les photographies anciennes et leur demander « Qu'as-tu vécu que l'on n'a pas voulu entendre ? Quelle vérité ton époque a-t-elle maquillée sous la dentelle et la bienséance ? Car il ne suffit pas de raconter ces histoires. Il faut les reconnaître, les intégrer à notre mémoire, les transmettre, non pas pour cultiver la haine ou la rancune, mais pour construire une société plus lucide, plus juste, plus humaine. Et si tout cela vous a troublé, ému ou simplement éveillé, alors cela signifie que ces femmes n'ont pas écrit en vain.
que leurs souffrances, leurs mots, leurs silences ont trouvé, à travers le temps, un écho. Alors souvenons-nous, les secrets les plus sombres de l'histoire ne sont pas toujours ceux que l'on cherche à dissimuler. Parfois, ce sont ceux que l'on regarde en face, mais que l'on refuse de nommer. Il ne tient qu'à nous de les nommer enfin,